Ils ont eu une brillante idée. Ils se sont dit, on a un président du jury hors pair, pourquoi on ne lui demanderait pas de faire une keynote en même temps pour le même prix? Et donc, c'est le défi que vous allez relever, puisque vous allez d'abord nous parler du futur de l'entreprise augmentée au sein du groupe Bouygues SA. Exactement. Et donc, ma première réaction quand on parle d'entreprise augmentée, c'est de dire finalement, il faut commencer par beaucoup d'humilité. Ça me faisait penser à une remarque de Christine Caillol, qui est une chinologue qui a d'ailleurs fait paraître un livre il y a quelques temps, sur lequel elle insistait sur le fait de reprendre ce proverbe chinois pour traverser la rivière, on y va en tâtant sur les pierres, c'est-à-dire on y va pierre à pierre, en faisant bien attention de savoir où on met les pieds. On a la vision, mais on y va pas à pas. Donc, peut-être, tout d'abord, le groupe Bouygues, c'est un groupe composé de plusieurs métiers, de 5 métiers. Et j'ai affiché sur ce slide l'ensemble, finalement, des baselines de chacun des métiers, en commençant peut-être par celui de Bouygues Télécom, qui a changé sa signature il y a quelques jours, qui a changé sa signature de We Love Technology par On est fait pour être ensemble. Et donc, cette augmentation de ensemble est, à mon avis, un point extrêmement important. Bouygues Construction pousse effectivement l'innovation partagée. TF1 partage ses ondes positives. Bouygues Immobilier est créateur de mieux vivre. Et Bouygues se considère comme étant au cœur finalement des villes pour contribuer au progrès humain. En quelques chiffres, donc le groupe Bouygues, c'est composé de presque 130 000 personnes. On est présent dans 93 pays. On a réalisé en 2018, les résultats de 2019 vont paraître dans quelques jours, 35,6 milliards d'euros. Et on est présent dans 5 métiers, donc 3 métiers dans la construction, Bouygues Immobilier, Bouygues Construction et Colas. Les médias, bien sûr, avec TF1, et puis Bouygues Télécom dans les télécoms. En réfléchissant sur l'innovation avec l'ensemble des équipes des 5 métiers, prospective, innovation, stratégie, on a voulu se remettre dans l'esprit d'une maison qu'on a à construire et de bâtir cette maison à partir des fondamentaux. Quels sont les fondamentaux, nos fondamentaux, sur lesquels on va être secoué dans le futur et sur lesquels il va falloir réagir. Donc on en a vu 4. Les grandes tendances, la croissance démographique, le vieillissement de la population dans certaines zones ou la population très jeune dans d'autres. Bien évidemment, le changement climatique, notre impact sur le changement climatique. La transformation numérique et technologique, bien évidemment, et c'est pas vous qui me direz le contraire ici. Et puis, on a voulu rajouter l'évolution des usages. Co-living, co-working, co-mobility. Donc, cette génération qui arrive et qui nous pousse à changer les usages et la manière dont on doit construire nous-mêmes nos produits. Ensuite, on s'est dit, bon, il y a quand même des accélérateurs technologiques. Quels sont nos 4 grands accélérateurs technologiques? Bien sûr, on retrouve l'intelligence artificielle qui dépasse d'une tête certainement d'ailleurs les autres. La réalité virtuelle augmentée, la blockchain, et puis tout ce qui est bien sûr big data et IoT, qui sont les accélérateurs au service finalement de l'évolution de nos actions sur ces mégatrends. Et puis, comme on parle quand même d'innovation, on parle d'innovation agile, bien évidemment. Et donc, on a beaucoup travaillé sur cette agilité au sein du groupe, de manière à pouvoir avoir une activité beaucoup plus transversale et puis à faire arriver le plus vite possible, ces innovations sur le marché, autour, finalement, de nos 5 métiers, avec une focale interne. Focale interne, c'est bien sûr pour nos compagnons sur le terrain, amélioration de leurs conditions de travail, de la sécurité, de l'efficacité de l'organisation. Et puis un focus externe, plutôt basé sur les nouvelles offres et le déploiement de ces nouvelles offres.
Donc ça, c'est notre maison d'innovation. Si je reprends ce focus interne, on a beaucoup travaillé sur cette notion de l'opérateur augmenté, augmenté avec bien sûr des chaussures connectées, des EPI connectés, un terminal mobile connecté, un affichage tête haute, des casques connectés. Et je voudrais approfondir juste un des sujets que l'on a travaillé en écosystème, qui est celui du manchon connecté, puisque c'est un dispositif qui permet finalement à nos opérateurs sur le terrain, quels qu'ils soient, d'avoir toujours la bonne information à disposition, même s'ils portent des EPI, et nos compagnons sur le terrain portent des gants, donc un téléphone, c'est pas pratique, on ne peut pas retirer ses gants. Donc on a ce manchon connecté qu'on a développé avec le CEA, en fait avec un Open Lab du CEA, IDAS Lab, dans lequel on est membre depuis de nombreuses années, et avec Suez notamment. Ce projet a démarré il y a déjà quelques temps, dans une phase maintenant très concrète. L'objet a été designé par nos soins, est en production test en Chine. On va recevoir les premiers éléments, j'espère, dans quelques jours. On a reçu déjà des premiers tests qui sont en circulation. Et on est vraiment dans une optique de partage sur ce dispositif, c'est-à-dire que ce n'est pas un outil qu'on veut uniquement pour Bouygues, mais qu'on le veut pour la communauté. Donc, si vous êtes intéressé à un moment donné, parce que vous considérez que vous avez des applications pour ce dispositif peut être appliqué chez vous. L'idée, c'est d'avoir ensuite une sorte d'App Store. Et donc, on a commencé à développer des applicatifs, des applications métiers, cette fois-ci, qui nous permettent de... Là, c'est une application sur le décoffrage. Donc, nos compagnons sur le terrain d'un chantier qui sont invités à faire des actions particulières, et ce dispositif va véritablement voir le jour en 2020. Ensuite, on parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle, qui est un axe fort, ou en tout cas qui est quelque chose qui va disrupter beaucoup de nos métiers. Donc on a été dans l'aventure de la création de ce collectif qui s'appelle Impact AI, qui s'intéresse à la manière dont l'IA va perturber ou être présent dans l'écosystème sur la santé, le travail, l'éducation, l'éthique. Dans ce collectif créé maintenant il y a un peu plus d'1 an et demi aux côtés de Microsoft, on est très présent. Moi, je suis membre du conseil d'administration de cet Impact AI et membre en tête du dispositif Observatoire, qui permet de regarder finalement comment l'intelligence artificielle est perçue et comment cette perception bouge. À la fois pour nos collaborateurs, puis à la fois dans le grand public. Donc c'est un dispositif, à mon avis, très intéressant et sur lequel vous pouvez d'ailleurs rentrer, intégrer on doit être 63 entreprises maintenant, groupes ou entreprises dans ce dispositif. Là également, vous pouvez rentrer, il y a un site internet, il suffit de vous signaler. Ensuite, je voulais vous présenter 2 cas concrets d'intelligence artificielle. Celui qui est présent à l'écran, c'est le generative design, comment l'intelligence artificielle peut être utilisée dans le cas de la construction, pour pouvoir tester non pas 2-3 scénarios comme le ferait un architecte classique, mais 100 000 scénarios différents en fonction de l'éclairement du soleil, en fonction du bruit, en fonction du trafic qui passe à côté. On a testé ce dispositif avec une start-up norvégienne dans laquelle on a signé un partenariat. Là, c'est le vent, par exemple, l'impact du vent sur le dispositif. Et on s'est aperçu que le projet qu'on était en train de leur montrer, qui pensait de notre côté être le plus abouti, en réalité, en quelques minutes, ils nous l'ont amélioré considérablement. En fait, il s'agissait d'une opération qui était en bord de Seine. Et quand on est en bord de Seine, l'intérêt pour l'immeuble, c'est de pouvoir avoir vue sur la Seine et pas l'avoir vue sur son voisin. Et donc, on a permis de modifier légèrement le dispositif de manière à avoir moins de bruit, plus de soleil, la vue sur Seine, et de pouvoir générer un grand nombre de cas de figure et de choisir celui qui était à l'optimum. Le deuxième
Le deuxième exemple que je voulais vous citer, c'est un exemple qui vient de TF1 et du Media Lab que l'on a à Station F avec une start-up qui s'appelle Myriad et qui permet d'intégrer de la publicité à l'intérieur d'un contenu télévisuel. Donc je vous passe la petite publicité. Agent Brown. Never Freddie Rocks. Donc ce dispositif est déjà opérationnel sur nos productions, sur les productions de TF1, puisqu'on ne peut pas modifier une œuvre d'un film qui est produit par quelqu'un d'autre. Mais sur certaines séries, vous avez déjà ce dispositif qui permet une grande réactivité finalement, de pouvoir passer la publicité qu'il faut au moment où il faut. Et c'est donc Myriad, une start-up française incubée à Station F par TF1 qui réalise l'opération. Alors, la technologie, c'est bien, mais moi, je crois davantage dans l'écosystème. Et donc, j'ai voulu vous parler maintenant un petit peu d'écosystème et de voir quel est l'écosystème, notre écosystème aujourd'hui, qui se complète, qui continue de bouger, et de savoir comment il est composé. Donc, dans cet écosystème, on a tout d'abord la chance dans le groupe Bouygues d'avoir une veille active forte, depuis longtemps, régulière, à la fois en Asie, avec une structure qui s'appelle Bouygues Asia, qui permet, avec 4 personnes à temps plein, de pouvoir screener tout ce qui se passe en Asie-Pacifique. Et puis, une deuxième structure à San Francisco qui fait la même chose, qui est une structure de Bouygues Telecom et qui s'appelle Winnovation, qui est basée là-bas depuis également une vingtaine d'années, et qui, en lien avec l'écosystème de start-up, mais également les universités Berkeley, côte ouest, et Boston, côte est, d'avoir un accès également très direct sur tout ce qui bouge dans cette innovation. Ensuite, on a beaucoup avancé sur les relations académiques. On vient d'en parler avec le MIT, par exemple, dans lequel nous sommes membres depuis quelques années de ILP, Industrial Liaison Programme, et pour lequel on organise d'ailleurs annuellement un symposium du MIT à Paris, toujours de très bonne qualité. Vous pouvez vous inscrire quand il a lieu, généralement c'est à l'automne. Et puis également un certain nombre de think tanks. On pourrait parler du Shift Project, on pourrait parler de Smart Building Association, d'Ideas Laboratory. Ideas Laboratory, qui est un open lab du CEA, qui existe depuis une grosse dizaine d'années et pour lequel on travaille
essentiellement sur les usages des technologies, mais les usages, et qui vient d'ailleurs, il y a quelques jours, vendredi dernier, d'ouvrir son nouveau dispositif qui s'appelle Y-Spot, qui permet à Grenoble d'accueillir à la fois les partenariats multilatéraux avec le CEA, bilatéraux, et également les startups du village BASEA. Ensuite, on a un certain nombre de dispositions sur le financement des startups, puisqu'on a 5 fonds d'investissement, un par métier, sur lequel les métiers investissent dans des startups en early stage. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a dû réaliser un peu plus de 17 millions d'euros d'investissement direct qui ont permis de générer 130 millions d'euros d'investissement, j'allais dire, associés à ces projets. On a également, le groupe a investi dans 3 fonds, j'allais dire des fonds de fonds, donc le fonds Raise, qui travaille sur les sujets à impact pour la planète notamment, et puis 2 autres fonds plus récemment. On a également mené un certain nombre de programmes d'intrapreneuriat, puisque il y a 5 programmes d'intrapreneuriat qui existent dans le groupe et qui ont permis à environ 450 personnes, collaborateurs dans le groupe, de travailler sur un certain nombre de sujets, soit ciblés, soit plus généraux, et sur lesquels on commence à voir maintenant ces startups qui arrivent, donc FlexiMove du côté de Bouygues Télécom, et puis 3 autres, Omniscient côté Bouygues Construction, et puis Comin à nouveau côté Bouygues Construction sur notamment les nuisances sur les chantiers grâce à la reconnaissance de signal avec une autre start-up qui s'appelle Wavely qui permettent de détecter un peu comme Waze d'où vient la nuisance, pourquoi, comment et ce qu'on peut faire pour y remédier. Et bien sûr la transformation numérique dans tout ça. Peut-être pour approfondir un des think tanks qu'on a co-créé il y a maintenant 2 ans, qui s'appelle Futura Mobility, que j'aime bien parce que ça reprend bien un peu l'esprit qu'on a voulu dans cette coopération, cet écosystème. Futura Mobility, c'est né avec la rencontre de 6 patrons d'innovation, SNCF, Air Liquide, Valeo, Keolis, Safran. À l'époque, il y avait également Airbus. Et ensuite, Alstom et Aéroports de Paris nous ont rejoints sous l'angle de la mobilité demain, à quoi ça peut ressembler et quelle va être notre action collective pour cette mobilité, pour se mettre ensemble finalement dans cette histoire. Et donc, pour faire ça, on a écrit un livre ensemble. Donc, c'est le petit pavé du haut que vous voyez ici, 20 histoires sur le futur de la mobilité. C'est un livre un peu à la Ray Bradbury. Vous avez 20 nouvelles d'anticipation qui permettent de regarder un petit peu ce qui peut se passer dans la mobilité, les impacts surtout sur l'énergie, sur un certain nombre de domaines. On a également, plus récemment, puisque c'était en octobre, fait une sorte d'hackathon avec 160 personnes, à la fois des startups, des étudiants et à la fois des collaborateurs de nos groupes, ensemble, dans les mêmes équipes, pour travailler sur réinventant la mobilité durable de demain. Et puis on a également travaillé sur, ici, vous pourrez le trouver également sur le site internet de Futura Mobility, sur nos convictions par rapport à la mobilité. Donc on s'engage avec des convictions ensemble, et ça c'est assez rare de voir finalement ces groupes qui sont souvent parallèles s'engager ensemble. Un autre sujet toujours coopératif sur lequel à nouveau la technologie et l'augmentation finalement intervient, c'est celui d'une réflexion entre la surface et l'énergie. En France, il y a 33 millions de véhicules, 33 millions de logements, et l'empreinte carbone du logement, de mon empreinte carbone sur mon logement, mon bureau, c'est 27% de l'empreinte carbone, de mon empreinte carbone globale, et mon transport, c'est 27%. Donc les deux
transport plus mobilité, ça représente 54%. Et on ne peut pas raisonner l'un sans l'autre. Si Bouygues construit un bâtiment basse consommation à 20 km de l'endroit où j'habite et que je me véhicule tous les jours pour y aller, je vais faire finalement amoindrir, voire disparaître c'était ce gain de ce bâtiment basse consommation. Donc il faut absolument raisonner la mobilité avec la construction. Et c'est ce que l'on a fait dans un projet qui s'appelle Convergence Mobilité Bâtiment Énergie, qu'on a démarré le 10 décembre, la veille du salon de l'immobilier à Paris, dans un collectif où étaient présents Renault, Michelin, Schneider, Saint-Gobain, Bouygues et Smart Building Alliance, où on est convaincu qu'il faut raisonner les sujets ensemble, et on a prévu de faire une communication conjointe à l'ouverture du salon de la mobilité. Donc on a commencé au salon de l'immobilier pour arriver au salon de la mobilité au mois d'octobre. Donc, les problèmes sont complexes, et notamment ont besoin effectivement d'avoir un quartier, une ville augmentée. Complexe pourquoi ? Parce que, bien évidemment, on va avoir pendant encore longtemps plusieurs technologies de véhicules, thermiques, hybrides, électriques, à hydrogène. Et donc, tous ces véhicules vont devoir cohabiter. Ces véhicules vont être de plus en plus connectés aux maisons, aux bâtiments, avec des sources d'énergie de plus en plus locales dans ces écoquartiers, dans ces quartiers, solaires, photovoltaïques, biomasse, et puis des notions de stockage. On doit stocker cette énergie si elle est notamment, comme le solaire, variable intermittente. Cette notion de stockage est importante. D'autant plus importante que quand on regarde le problème de la variabilité finalement à la journée, je ne consomme pas la même énergie à midi qu'à minuit, je ne consomme pas la même énergie le mercredi que le dimanche, et je ne consomme pas la même énergie en décembre qu'en juillet. Donc on se rend bien compte qu'il y a à la fois des stratégies de stockage, des stratégies de pilotage de cet ensemble avec des dispositifs encore à inventer. Et donc, c'est notre concept Ready for Mobility qu'on a donc lancé dans ce collectif, toujours dans cet esprit partenarial, et de faire ensemble ce qui est pour nous un point extrêmement important. Je vous remercie. On a même le temps pour quelques petites questions, Christophe. Alors, qui veut poser la première question à Christophe ? Ne soyez pas timide. Entre Christophe. Le modèle d'intelligence artificielle intégrée aux publicités que vous nous avez montré, c'est un modèle que vous comptez vendre aussi à des concurrents, ou c'est un modèle que vous gardez que pour TF1 ? Alors, absolument pas, non. France Télévisions l'utilise. D'accord. Ouais. Non, c'est pas quelque chose qui est capté par TF1, parce qu'on considère que finalement une entreprise comme Myriad qui le fait, elle le fait pas pour un broadcaster ou une chaîne, c'est véritablement sur un marché qu'elle doit s'opérer si on veut que ça puisse progresser, et donc c'est totalement ouvert. Et pour l'instant, c'est que on est content d'avoir été les premiers. Oui. Et pour l'instant, vous êtes sur les séries, j'imagine, les films. Est-ce que vous allez bientôt le faire aussi pour du direct ? Ça peut totalement être fait pour le direct, tout à fait. Effectivement, pour l'instant, c'est sur nos productions. Vous savez que le groupe a investi beaucoup dans un pôle qui s'appelle Unify, qui produit ses propres contenus, ou des contenus qu'on vend à d'autres d'ailleurs, Netflix et à d'autres distributeurs. Donc ça peut être la fin bientôt des coupures pub avec la pub intégrée en continu. Oui, exactement, où c'est finalement beaucoup plus fluide. Qui peut poser une autre question à Christophe ? Peut-être qu'ils sont super impatients d'en savoir plus sur qui a gagné. Moi, je me mets à leur place. Les gars, ça fait 2 jours qu'ils sont là. Ils sont complètement aux aguets. Mais qui va gagner ? Qui va gagner ? Alors, vous avez parlé de transformation, et je vous propose de nous faire
un numéro de transformation que même Arturo Brachetti ne sait pas faire. Vous êtes groupe CEO du groupe Bouygues. Et là, en quelques microsecondes, vous allez vous transformer en président du jury du Trophée IMA. Elle est pas belle, la vie, hein? Alors, donc, vous êtes également président du jury de Trophée de l'IMA. Alors, mais de qui était composé ce jury? Alors, ce jury était composé de... Alors, je dois appuyer sur... Normalement, ça défile tout seul. De Raphaël Didier, qui est le directeur du développement de BPI France. De Jean-Pierre Dumoulin, qui est vice-président et directeur voitures connectées de PSA. De Jean-Yves Berthoud, qui est directeur de l'INRIA Paris-Saclay. De Frédéric Allais, qui est Partner Europe de Next World Capital. Et de Vincent Marais, qui est Open Innovation Director du groupe Bouygues SA. Et nous, on a aussi de l'insertion automatique de mondo de publicité sur le contenu. C'est dingue. Hein, ça. Bien. Donc, le jury étant nommé, il me reste à vous remercier, Christophe.